Bonjour, bonjour les petits poulets. Je vous retrouve avec un petit café parce que c'est important de prendre une petite boisson chaude en cours de journée et je voulais continuer le petit travail que j'avais commencé sur à la fois les déesses grecques, le mythe de la déesse mère et l'illustration de ces mythes avec le tarot. Donc aujourd'hui, je vais m'attaquer au mythe de Héra, Athéna, Aphrodite et Paris, qui est le juge pour la lutte pour la pomme d'or ou la pomme de la discorde. Je vais vous montrer dans mon petit grimoire ce que je vous avais montré la première fois. Ah, attendez. Donc ça, ce sont les pages de mon grimoire qui parlent de ça justement. Et c'est ce qui m'avait donné envie de travailler dessus. Donc aujourd'hui, on va parler de Héra, de Athéna et de notre Miss Aphrodite, la coquine. Il faudrait que je fasse peut-être aussi une vidéo sur mon grimoire en tant que tel parce qu'il y a pas mal de gens qui me l'ont demandé. Donc, attendez, je prends mes petites notes. Et là, le but pour moi, c'est d'un peu décrypter ce mythe en l'illustrant avec les cartes de tarot pour avoir une approche plus fine, notamment des cartes de tarot, parce que les aborder sous différents angles, en racontant une histoire, c'est toujours utile pour approfondir notre connaissance de ces cartes, de voir la résonance qu'elles peuvent avoir dans différentes histoires. Donc, le mythe de la pomme de la discorde, c'est ce qui enclenche ce qui deviendra la guerre de Troie. Donc, on raconte depuis le départ, j'ai pris mes petites notes, j'ai pris mes cartes de tarot qui s'y réfèrent et on y va. Donc, au tout début, ça commence par les noces de Pelée et de Thétis sur l'Olympe et tous les dieux sont invités et c'est trop la fête. Donc, pour moi, ça, le 3 de coupe, c'est une carte qui représente l'union, la fête, la bonne compagnie, le fait de rire ensemble, le fait d'éventuellement boire un coup ensemble, le fait de vraiment se retrouver, de bavarder et d'être entouré des siens. J'aurais pu aussi vous montrer, parce que j'y ai pensé aussi, le 4 de bâton, qui est une carte qui, selon certaines personnes, peut aussi représenter le mariage. C'est l'aboutissement de certains projets, c'est la mise en place de certains projets. Mais en fait, je trouvais que c'était, étant donné que c'est seulement que c'est un 4 de bâton, pour moi, c'est une carte, attendez, j'essaye de vous la retrouver, qui signifie l'ancrage de projet et ça va continuer sur d'autres projets en fait. Ça montre peut-être le début d'une route pour un couple ou pour un ensemble de personnes. Donc effectivement, c'est une carte de liesse et de mariage également. Mais en fait, pour moi, c'est une carte de démarrage. Tandis que celle-là, c'est vraiment juste une carte de bonne compagnie telle qu'elle en fait. Je veux dire, ça va pas chercher plus loin que ça. Mais par contre, il y a une déesse qui n'a pas été invitée, c'est Eris, qui est la déesse de la discorde. Et pour se venger, elle jette au milieu de la foule une pomme d'or avec la mention pour la plus belle. Et c'est ce qu'on va appeler la pomme de la discorde. Donc, je crois pas, enfin pas à ma connaissance et pas dans le tarot de Rider-Waite, qu'il n'y ait de pommes là-dedans. Mais moi, je trouve que Eris, je vais l'incarner sous les traits tout simplement du diable, je ne vais pas aller chercher plus loin, parce que le diable, ça représente nos pulsions profondes et ce qu'on estime qu'il y a de mauvais chez nous. Et ce qu'il y a de mauvais là chez Eris, c'est ce besoin d'exprimer sa jalousie, de dire qu'elle n'a pas été contente, de littéralement fiche la pagaille là-dedans. Et c'est un désir qu'on a tous des fois au fond de nous, quand on a été jaloux, quand on a été blessé, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on a envie, nous aussi, de mettre des coups de pied dans la fourmilière et de vraiment mettre la mouise partout où on va. Et c'est une pulsion contre laquelle on lutte des fois, à laquelle on se laisse aller certaines fois. Voilà, c'est une carte qui peut être une carte de vengeance également. J'ai aussi, pour illustrer cet élan qu'a eu Eris, la carte du 4 de coupe, parce que pour moi, le 4 de coupe, d'habitude, c'est une carte qui peut être vue comme un retrait, une méditation, un isolement volontaire. Mais là, je le vis comme une carte elle a été punie, elle a été mise au coin. C'est pas elle qui a voulu se retrancher. On l'a retranchée, on ne l'a pas invitée
Et donc, le 4 de coupe peut être vécu comme une exclusion et non pas comme un temps de repos volontaire, en fait. Et j'avais aussi, pour illustrer Eris, j'ai beaucoup de choses à dire à propos d'Eris aujourd'hui, la reine d'épée, avec son caractère assez froid, assez solitaire et aussi assez intelligent parce que en fait, elle lance juste une pomme. Je veux dire, des dieux sages en face auraient dit, bah, on en a juste rien à fiche de cette pomme, ou bien on la met là en tant que décoration parce que c'est quand même joli une pomme d'or. Mais ils auraient peut-être pas forcément cherché plus loin. Là, elle a joué aussi. La reine d'épée est pour moi un personnage. Le mot clé que j'associe souvent avec, c'est perspicace comme attribut. Et en fait, elle va. J'ai perdu mon fil. C'est aussi parce qu'elle connaît bien les dieux et là, notamment les déesses, qu'elle va pouvoir se permettre de faire ça parce qu'elle sait qu'avec ça, elle va mettre une pagaille monstrueuse. Donc déjà, c'est une personne qui va peut-être demander la justice pour elle-même, qui va sans doute se venger un petit peu, mais qui va vraiment mettre en œuvre son intelligence pour mettre en place un plan machiavélique et qui va se servir des faiblesses des autres et notamment de l'orgueil des déesses qui sont présentes. Donc, il y a surtout 3 déesses qui vont revendiquer ce fruit. Donc, ce seront Héra, Athéna et Aphrodite. Pour l'image de la discorde et que tout le monde se tape un peu dedans, j'ai pris le 5 de bâton, qui est une carte de discorde et qui est une carte aussi de discorde égalitaire. C'est-à-dire qu'en fin de compte, quand on lit le mythe, en fait, il n'y a aucune déesse qui est la plus belle. Et nous, tout simplement, simples mortels, et Paris, simple mortel aussi, ne peut pas vraiment décider qui est la plus belle. Elles sont à égalité et quelque part, il y a pas une plus gagnante que l'autre. C'est juste que c'est la discorde. Il n'y a pas de personnage dominant dans l'histoire, en tout cas pas pour l'instant. Donc, afin de mettre fin à la dispute, Zeus, il a une super idée et il leur donne Zeus, je l'avais déjà vu dans la vidéo précédente que j'avais faite. Ah oui, je m'interromps un petit peu parce que avant celle-ci, j'ai fait une vidéo sur le mythe de Perséphone que je décrypte de la même façon avec la morale finale, etc. Donc si vous voulez aller le regarder, je vais vous mettre le lien déjà sous la vidéo et puis ce sera disponible sur ma chaîne YouTube de toute façon. Donc, Zeus, qui est notre empereur dans un jeu de tarot, demande à Hermès d'emmener les 3 déesses qui se chamaillent sur le mont Ida. Et en fait, moi, j'avais envie de personnaliser Hermès, qui est un dieu messager, qui est aussi le dieu des commerçants et des voleurs. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est porteur de parole et qui est extrêmement rapide pour transporter et pour transmettre les messages. Et je trouvais que la meilleure incarnation de Hermès, c'était le chevalier d'épée, parce que c'est un porteur les épées, c'est de la communication, c'est de la parole, c'est du verbe. Donc là, Hermès est bien le porteur de ça. Et il y a une idée de grande vitesse dans cette carte que j'appréciais. Et c'est un dieu qui est toujours, j'avais envie de le voir comme un chevalier avec le retrait ou la naïveté du chevalier, la jeunesse du chevalier, parce que c'est quelqu'un qui est souvent représenté sous les traits d'un dieu assez jeune. Et je veux dire, il n'est pas barbu comme Zeus, etc. Et il est vigoureux, vif, rapide et il s'implique pas en fait dans les histoires. Il est souvent là pour aider ou pour être le messager, mais il me semble pas avoir les côtés hyper pervers de certains dieux en fait. Donc ils vont sur le mont Ida. Sur le mont Ida, dans les mythes de l'Olympe, il se passe toujours une foule de choses. C'est un lieu un peu sacré, assez paisible. Ça ressemble à un espèce de paradis terrestre. En général, ils demandent des conseils là en haut. Enfin, et en même temps, c'est un lieu de pâture pour les brebis. Et donc, pour le mont Ida, donc je ne veux pas représenter une personne, mais je veux vraiment représenter un lieu et l'esprit de ce lieu, je choisis la carte de l'étoile parce que c'est une carte pour moi aussi de paradis terrestre.
de jonction des éléments où le ciel touche la terre, l'eau également, et qu'il y a une espèce de communion, de sagesse, de repos, de mise en perspective, de rêve, d'espoir, et c'est là que souvent les histoires prennent pied aussi. Donc, ils vont trouver Paris, le beau Paris, qui est le prince de Troie, et à vrai dire, je ne sais pas s'il sait déjà qu'il est le prince de Troie. Parce qu'en fait, suite à un mauvais présage pour ses parents, on leur a annoncé en fait que leur fils produirait la chute de la ville de Troie. Paris, il a été abandonné et il a été recueilli par un berger. Et donc, au moment où les trois déesses viennent le rencontrer, il est encore berger. C'est quelqu'un d'extrêmement beau, d'extrêmement sensible. Il est reconnu comme un prince. Et donc, moi, j'avais envie de le voir comme le chevalier de coupe, qui est quelqu'un vraiment de sensible, qui a une sensibilité artistique. Et c'est bien pour ça qu'on lui demande à lui d'intervenir dans ce jugement. C'est aussi un très beau garçon, c'est un garçon charmeur et charmant. Il a vraiment cette affinité avec l'amour et avec tout ce qui est de l'ordre artistique. En plus, c'est un berger. On l'imagine bien en train de jouer de la flûte sous un arbre avec son pipeau. Et en même temps, il a cet aspect chevalier. Bon, chevalier, je vois de toute façon une espèce d'homme jeune, donc là, on est bien dans Paris. Mais il y a un moment où il va partir en guerre, Paris. Et je le vois aussi, ce qu'on a voulu lui donner comme rôle, ce qu'on lui impose comme rôle et qui va être assez compliqué à tenir pour lui. Et d'ailleurs, il va un tout petit peu déconner quand même. C'est le rôle de la justice. On lui demande de départager. Mais c'est un rôle impossible à tenir parce que de toute façon, la demande n'est pas juste à la base. C'est déjà initié par Eris qui a laissé parler tous ses mauvais côtés. Et ensuite, on a affaire à trois déesses orgueilleuses qui veulent gagner un concours de beauté. Je veux dire, je sais pas si la justice a à voir quelque chose là-dedans. Mais n'empêche, on lui demande d'incarner cette justice qui s'exercerait. En fait, c'est un complet renversement de situation, parce que d'habitude, c'est les dieux qui vont juger les hommes et les punir ou les féliciter en fonction de leurs actions. Et là, on demande à un homme d'être juge pour les dieux, ce qui retourne complètement la situation et ce qui le met encore plus dans cette incapacité d'être une bonne figure de la justice, en fait. Le jeune homme, comme vous le savez, il va finir par accorder la pomme à la déesse Aphrodite, qui est la déesse de l'amour. Donc, j'avais deux cartes pour représenter Aphrodite. J'avais déjà tout simplement la reine de coupe, parce que la reine de coupe, c'est parmi les reines celle qui sait le mieux, qui est le plus douée pour l'introspection, qui déchiffre les sentiments, qui est très douée pour l'intuition, qui est très douée pour les choses de l'amour et pour les sentiments, et qui va savoir prendre Paris par ses sentiments et du coup parvenir à ses fins. Et la deuxième carte que j'avais pour illustrer la plus le comportement en fait de Aphrodite au moment du jugement, c'est que c'était le 7 d'épée, qui a un comportement pour moi extrêmement coquin, qui relève presque du vol, qui relève du caprice, qui relève de la fuite, de vouloir se défiler aussi de ses obligations, et qui est qui a ce visage un peu souriant, un peu taquin, je sais pas, moi, j'ai dans l'esprit, j'ai gagné, nananananer. Il y a un peu ça, et un petit peu de pas l'avoir joué trop à la loyale, parce qu'elle va offrir, en fait, à Paris un cadeau qui lui appartient pas vraiment, en fait. Elle va mettre dans ses mains la vie d'autres personnes. Elle lui promet, comme vous le savez, l'amour d'Hélène. Et donc, Paris va finir par, vu qu'il cède à ce cadeau-là, il va finir par enlever Hélène, la dérober à son mari, l'emmener à Troie, et ce qui fait que Troie va tomber. Comment est-ce que je figure
Hélène dans un jeu de tarot? Eh bien, tout simplement, je la vois dans la carte du monde. Déjà parce qu'il y a une jolie femme blonde au milieu qui est encerclée, qui est vraiment valorisée là-dedans. C'est une victoire. Elle est entourée de lauriers. Il y a des éléments autour qui la regardent. Elle est convoitée, elle est admirée. C'est vraiment le gros lot. Il y a quelque chose de très frimeur dans la carte en fait. Et c'est de vraiment tentant, de vraiment, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment le gros lot. C'est le mot qui me vient en tout cas. Et l'autre carte que je voulais vous montrer, toujours par rapport à ce cadeau en fait que Aphrodite veut faire, c'est l'as de coupe. Et c'est parce que en fait, j'ai vu dans les as, ça peut à chaque fois être des nouvelles ou des cadeaux ou des choses qui arrivent comme ça dans la vie. Donc je les ai pris comme des cadeaux dans ce cas-là, et elle lui offre les sentiments, elle lui offre l'amour, elle lui offre l'épanouissement sentimental. Athéna, qui est la déesse de la guerre. Elle offre la victoire. Elle offre la victoire à la guerre. Donc, je l'avais vue comme un as de bâton, comme cette prise de pouvoir, se lancer dans une passion, se lancer dans un combat. Elle lui offre vraiment ça. Et plus encore, je vois qu'elle lui offre le 6 de bâton, qui est une carte de succès et une carte de victoire. Et une carte de victoire en cours. Je veux dire, c'est que un 6, c'est pas un aboutissement, c'est pas un 10. Et en fait, pour moi, c'est une bataille parmi d'autres. Il va en gagner une autre, et puis une autre, et puis une autre. Ça, il va avoir un parcours qui est victorieux, en fait. Du coup, on aurait pu, ça je les ai pas sortis les autres reines, on aurait pu pour moi représenter Athéna comme une reine de bâton en fait, une reine passionnée, une reine qui va y mettre tout son cœur et qui va mettre notamment tout son cœur au combat. J'hésite, on aurait pu aussi la représenter par la reine d'épée, qui est une reine peut-être plus machiavélique dans ce cas-là, parce qu'elle va mettre tout son esprit au service d'une guerre. Attendez, je vais vous sortir, je vous demande une petite minute parce que je suis en train de chercher ma reine d'épée. Je l'ai sortie déjà pour la déesse de la discorde, mais je suis en train de chercher je ne la trouve pas, elle est partie. Attends. Voilà. Ma reine de bâton qui peut représenter Athéna dans tout son côté aller de l'avant, dans tout son côté je prends les passions en main et j'en fais quelque chose de victorieux. Je manipule les passions pour pouvoir les offrir au monde et au monde entier. Donc voilà pour moi Héra. Non, voilà pour moi Athéna. Excusez-moi. Ensuite Héra. Héra, c'est la femme de Zeus et c'est celle qui est censée être la reine des dieux et c'est vraiment une déesse mère. Et donc j'avais deux cartes pour la représenter qui se complètent. Donc il y avait simplement déjà la carte de l'impératrice qui est la femme de ce qui représente pour moi Zeus, qui est l'empereur, et c'est aussi une déesse de fertilité. C'est vraiment la mère de toutes les mères. Et en fait donc voilà, pour moi, c'est l'impératrice dans le tarot, c'est vraiment l'archétype de la femme et de la mère, et donc ça correspondait bien à Héra. Et ensuite, je la voyais aussi dans la reine de denier, parce que la reine de denier règne sur la terre, sur le domaine terrestre, tout comme Zeus qui règne sur la terre et non pas sur les enfers et non pas sur la mer. Donc c'est quelque chose de très terrien et de très aussi, comme on le voit, fleuri et puis très fertile en fait. Donc pour moi on peut la voir un petit peu dans les deux. Et elle, qu'est-ce qu'elle va offrir elle va offrir l'as de denier, elle va lui offrir la maîtrise du royaume humain, elle va lui offrir la souveraineté, elle va lui offrir quelque chose de très concret, de très matériel. Elle lui offre un royaume, donc c'est ça son cadeau à Héra, et elle lui propose de devenir un grand roi parmi les hommes. Donc là, j'ai aussi pris la carte de l'empereur pour le figurer, enfin pour figurer ce cadeau en tout cas. Donc,
Paris va forcément, comme vous le savez, faire le choix complètement fou de l'amour. Et donc, j'avais 2 cartes pour illustrer ça, qui étaient la carte des amoureux. En fait, je comprends mieux cette carte des amoureux placée dans la perspective de Aphrodite, d'une façon assez cruelle, décide de qui est avec qui case avec qui et qui trompe qui, parce que elle est au-dessus, elle gouverne ça. Et quelque part, c'est comme si les humains en dessous avaient pas de vrai choix amoureux. Il y a quelque chose de très fatal en fait dans l'amour tel qu'il est décrit, je trouve, à la fois dans le tarot et à la fois dans les mythes grecs. Donc, ouais, pour moi, il fait le choix de l'amour. Mais est-ce qu'il fait vraiment le choix de l'amour ou est-ce que Aphrodite a tout décidé à sa place pour avoir le droit d'être la plus belle? Et ensuite, je le vois aussi comme le fou qui fait un choix qui est peut-être capricieux, qui fait un choix qui est peut-être audacieux et qui fait le choix de se laisser porter par cette aventure amoureuse bien plus que par la guerre. Il tient bien plus à son apparence et il tient bien plus au domaine des sentiments qu'au domaine de la domination. Et il marche droit vers une abîme parce que dans le cas de Paris, il va laisser sa vie, enfin, bien sûr, il va quand même se battre, il va tuer Achille au passage, donc c'est quand même pas peu, mais il va mourir finalement à la guerre de Troie. Et le résultat de cette histoire, c'est une grande chute pour Paris et pour Hélène, avec la tour, que je vois comme une catastrophe qui peut frapper les hommes, comme une catastrophe divine qui peut frapper les hommes, parce que c'est évident que c'est les dieux qui sont au départ instigateurs de ce trouble. C'est la chute d'une ville, c'est la chute d'une magnifique ville. Et c'est aussi la chute de, pour moi, la tour, quand on la lit en tant que personne, c'est des fois la grosse remise en question de l'ego et la remise en question de notre fierté et la remise en question de, ouais, là, est-ce qu'on fait le bien ou on fait le bien juste pour nous dans notre perspective et pour avoir l'air bien? Et je pense que c'est aussi le choix qui a été offert à Paris. C'est aussi le choix qui a été offert aux 3 déesses, parce que mine de rien, à travers la guerre de Troie, les dieux et les déesses vont se déchirer parce que chacun, ils ont leurs préférences dans les 2 camps. Donc voilà, il y a une espèce de grosse chute de l'ego et de remettre un peu tout le monde à sa place, quitte à faire de nombreux morts et de nombreuses destructions à travers ça. Donc voilà, j'en ai terminé pour ce mythe qui commence très joliment et de façon très légère de Paris et de la pomme de la discorde, et qui finalement se termine un petit peu par la mort de Paris et par la mort de tout le monde. Je sais plus si Hélène meurt dans la guerre de Troie, je ne crois pas. Voilà. J'espère pouvoir faire d'autres petites vidéos comme ça parce que j'avoue que ça me permet d'avoir une autre approche justement du tarot qui est absolument pas, qui se rattache plus à une histoire qu'à une personne que j'ai en face de moi. J'espère que ça vous a plu aussi. J'espère que ça vous inspire pour faire à peu près la même chose sur, je sais pas, d'autres types de textes. Et je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.